Eh bien, les images que vous avez à l'écran décrivent nos thématiques du jour. La première image que vous voyez là, celle du vitiligo, c'est une maladie de la peau. On en parlera dans cette émission. La seconde image qui va venir, celle du suicide. Comment y faire face? Les réponses vous seront données, bien sûr, avant 7h30 dans ce Matin Bonheur de l'information, car nous sommes là pour vous donner toutes les informations, vous permettre d'être en harmonie avec vous et aussi avec les autres. Bonjour et bienvenue. Nous sommes très heureux d'être avec vous. On aura un bon petit moment à passer ensemble. À côté, bien sûr, de nos thématiques, on va évoquer une thématique qui nous intéresse tous, parce que voilà, on s'adonne aussi au maquillage. On va parler, bien sûr, du gommage. Voilà, comment, je vais dire, traiter sa peau, parce que la peau, elle vit et elle se nourrit. Allez, installez-vous bien devant votre poste téléviseur et on se retrouve dans quelques instants, juste après le premier point de l'actualité. Installez-vous. Bonjour à tous. Cette matinée sera dominée par de larges intrusions du soleil dans le sud et la bande centrale. Au sud du pays, le temps sera partiellement nuageux et progressivement ensoleillé malgré les risques d'orages isolés au sud-est. Côté température, on notera 25 degrés pour la ville d'Abangourou, 27 degrés à Abidjan, 26 degrés à Adiaké, 24 à Bandoukou, 25 degrés dans les villes de Boaké, Bouna et Boundiali, 24 degrés à Daloa, 25 degrés dans la ville de Dimbokro, 24 degrés à Gagnoa et Guiglo, 25 degrés dans la ville de Kong, 26 degrés à Korogo, 24 degrés à Man, 25 degrés à Odiéné, 27 degrés à San Pedro, 27 degrés dans les villes de Sassandra, Séguéla et Soubri, 27 degrés à Tabou, 25 degrés dans la ville de Tiasalé, 24 à Touba et enfin 25 degrés dans la ville de Yamoussoukro. Au cours de l'après-midi, on aura des pluies localisées au sud-ouest et au sud-est en milieu ou fin de période. Dans la bande centrale et au nord-est, des nuages denses accompagnés de pluie et d'orages seront attendus au cours de la période. Côté température, on notera 35 degrés pour la ville d'Abangourou, 34 à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 35 degrés à Bandoukou et Boaké, 39 degrés à Bouna, 38 degrés à Boundiali, 34 degrés à Daloa, 36 degrés dans la ville de Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa et Guiglo, 38 degrés à Kong, 39 degrés à Korogo, 33 degrés dans la ville de Man, 38 degrés à Odiéné, 30 degrés dans la ville de San Pedro, la ville de Sassandra affichera 32 degrés, 36 degrés à Séguéla, 32 degrés dans la ville de Soubri, 31 degrés dans la ville de Tabou, 35 à Tiasalé, 36 à Touba et enfin 35 degrés dans la ville de Yamoussoukro. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette édition matinale. Dans l'actualité au plan national, le président italien Sergio Mattarella est arrivé hier à Abidjan. Il y séjourne dans le cadre d'une visite officielle de 72 heures ici en Côte d'Ivoire. À son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Sergio Mattarella a été accueilli par le chef de l'État Alassane Ouattara, des membres du gouvernement et des chefs traditionnels. À présent, nous allons nous intéresser au cacao. La tonne de fèves de cacao se négocie sur les marchés à 10 000 $. Le gouvernement ivoirien vient de fixer le prix du cacao à 1 500 francs CFA le kilogramme. Une mesure pour minimiser les effets des cours mondiaux. Pourquoi de telles disparités? C'est ce que nous allons découvrir avec Lanciné Bakayoko. Alors que la tonne de cacao culmine à des niveaux records sur le marché international, en Côte d'Ivoire, qui fournit 45% de la production mondiale de cacao, la rémunération des producteurs est sujette à spéculation. Aujourd'hui, nous voyons sur les réseaux sociaux, un peu partout,
On nous dit par exemple au Cameroun, en Guinée, ceci, on paye le prix et le marché flambe. Nous souhaiterons en toute honnêteté que l'État réagisse. Ce cri du cœur a visiblement été entendu par les autorités de la filière qui ont augmenté le prix Borchamp à 1 500 francs, soit 50% de hausse. Nous vous informons que pour la campagne intermédiaire, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de servir le prix aux producteurs à 1 500 francs le kilogramme, soit 64% du prix CAF de réalisation. Si l'envolée des coûts de l'or brun, tiré par une offre moins importante qu'anticipée, ne profite pas aux producteurs, c'est en partie en raison du système de vente. Il a fallu que l'on observe une hausse des prix sur les marchés boursiers depuis le premier trimestre de l'année 2024 pour que de nombreuses langues se mettent à critiquer le système stabilisé au profit du système libéralisé parce que, dit-on, le système stabilisé ne répercute pas systématiquement les hausses des prix internationaux sur le prix payé aux producteurs. Mais la vente à terme n'a pas que des inconvénients. Le prix plancher garanti aux producteurs préserve les planteurs de la spéculation tout en donnant de la visibilité aux transformateurs de cacao locaux, ce qui est censé encourager la production de chocolat made in Côte d'Ivoire. En matière de qualité, nous avons fait beaucoup d'efforts. Ce que nous demandons aux chocolatiers, c'est de nous récompenser sur la qualité parce que nous faisons réellement la qualité aujourd'hui. En réalité, les hausses sont incompatibles avec le système de vente anticipée où le prix d'achat du cacao est fixé avant chaque campagne de récolte, une stratégie sanctuarisée par le décret du 17 octobre 2012 et pensée pour protéger les cacaoculteurs des aléas du marché mondial. Depuis qu'il y a eu la libéralisation, nous n'avons jamais vu ce prix de 1 500 francs en Côte d'Ivoire ici. Et aujourd'hui, les prix flambent, les prix aussi peuvent chuter. Donc ça peut flamber dans la semaine, ça peut chuter dans la semaine. Nous devons nous contenter de ce que nos autorités ont fait pour nous. Problème, la multiplication des phénomènes de fortes pluies causés par le dérèglement climatique provoque un amenuisement du nombre de fèves produites en Côte d'Ivoire et complique les estimations de volume d'une campagne à une autre. Or, c'est sur la base de ces estimations qu'est vendu le cacao ivoirien sur le marché mondial avant le début de la campagne de récolte. Il y a des requins qui sont dans cette affaire, qui vont abuser de nos parents et qui, dans le cadre des intermédiaires, font que ce n'est pas le prix qui est fixé auquel on achète le cacao. Avec 80% de ces fèves commercialisées 6 à 12 mois avant leur récolte, la Côte d'Ivoire ne peut rehausser ses tarifs pour coller à la flambée du cours. Ainsi, les prix d'achat Borchamp, des 20% du volume restant mis en vente durant la récolte, demeurent relativement proches du prix plancher tout au long de la campagne, mais cette fois, ils ont été fortement majorés. Les paysans sont heureux. Il faut reconnaître que c'est le prix record de l'histoire du cacao que nous avons enregistré aujourd'hui. Et c'est toute une fierté pour nous. On a vécu plusieurs systèmes. Jusqu'à un moment, on a vendu le cacao en Côte d'Ivoire à 400 francs. Mais aujourd'hui, les producteurs qui ont entendu 1500 aujourd'hui, je n'ai jamais vu dans la filière café cacao. Malgré tout, entre la libéralisation et la stabilisation, certains experts préconisent un système hybride. Le système hybride consiste à compléter les insuffisances de chaque système. Parce que l'un ou l'autre a des insuffisances et des avantages. Dans la libéralisation, les difficultés sont que les producteurs sont livrés à la fluctuation incessante des prix. Donc il y a un risque de prix. Ça, c'est les inconvénients dans la libéralisation. Dans le système de garantie, de stabilisation, le prix, il est garanti, il est stabilisé. Sauf que quand il y a les envolées comme ce qu'on connaît actuellement, le producteur ne bénéficie pas directement de ces envolées des prix et ça fait des frustrations. Mais le prix de la fève ne représente qu'une partie du coût final des produits chocolatés que l'on achète en magasin. Et les grands industriels du chocolat savent acheter pour se couvrir contre la spéculation. Pour les PME ou les artisans, ça sera sans doute plus dur à gérer. Et pour les paysans producteurs, tous ne sont pas logés à la même enseigne. Dans l'actualité internationale au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a prêté serment hier.
Il devient ainsi le 5e président du pays. Quelques heures après son investiture, le nouveau président sénégalais a nommé par décret Ousmane Sonko comme Premier ministre. L'information a été donnée hier à la télévision nationale sénégalaise par le secrétaire général de la présidence. Ousmane Sonko a annoncé la formation dans les prochaines heures d'un nouveau gouvernement. Au Gabon, le dialogue national s'est ouvert hier. La cérémonie s'est déroulée au Palais des Sports. C'était en présence du président de la transition et du président centrafricain. Dans son discours, le général Brice Oligui Nguema a promis de transformer en texte de loi les recommandations du dialogue. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de votre attention et l'information revient dans 30 minutes. Merci beaucoup à Kamel Dia pour ce point de l'actualité. On aura bien sûr un autre point de l'actualité aussi à vous proposer. Ce sera sur le coup de 7 heures. Bien sûr, on vous permettra d'avoir tout ce qu'il faut d'ici et d'ailleurs. Allez, la suite avec ceci et ceci. Ouais. Pour parler bien sûr de... Donc, je te disais, pour parler bien sûr de gommage. Bonjour Larissa Ouattara. Bonjour Angeval. Ça va bien? Ça va très bien. Qu'est-ce qu'on a ce matin? On a du concombre, la mixture de concombre avec un peu de citron, du sucre et de l'huile d'olive. Ok, allons-y. Top, c'est parti. Voilà. D'abord, pour faire un gommage, il faut savoir pourquoi c'est important de se gommer. Donc, il va faciliter la stimulation sanguine. Donc, pour un gommage bien et parfait, je vous assure qu'il faut toujours avoir ces produits-là. C'est très important pour nous. Donc, je vais vous donner une solution assez rapide. Et pour les peaux sèches déjà, et pour aussi les peaux grasses. Mais il faut savoir que lorsqu'on veut gommer le visage, il faut savoir aussi, que lorsqu'on veut gommer le visage, il est important de nettoyer sa peau. Pourquoi il faut la nettoyer? Parce qu'on se dit le gommage va venir nettoyer la peau. Mais je vous dis, on ne peut pas prendre une serviette sale pour essuyer un endroit sale. Donc le gommage, la solution que nous allons utiliser aujourd'hui est une solution toute propre. Donc il faut aussi une peau propre. Donc il faut utiliser un savon, disons un nettoyant très doux avec de l'eau tiède. Donc il faut nettoyer bien le visage et ensuite utiliser cette mixture de concombre avec un peu de citron qu'on va mettre ici dans le pot. Donc, quand on parle de mixture, on a écrasé. Oui, on a écrasé ou on a fait mixer ça. On a fait passer au mixeur. Oui, voilà. Le concombre est très bon. Aujourd'hui même, je veux plus m'appuyer sur les peaux grasses surtout. Les peaux grasses parce que notre peau change en fonction des saisons. Et alors, là, Larissa a parlé de visage. Et on a tout le corps aussi souvent qu'on gomme. Oui, effectivement. Bon, c'est pareil? Oui, c'est pareil, mais là, il y a d'autres choses encore à ajouter. Ok, donc allons-y. On va se concentrer sur le visage. Okay. Voilà. Donc, je vais ajouter une cuillerée de sucre et mélanger. Je vais bien le mélanger comme ça. Pour ces personnes-là qui ont des peaux grasses, vous savez, la température a changé actuellement, il fait très chaud. Donc, notre type de peau aussi peut changer. Du coup, on mélange bien comme ça. Et une fois qu'on a bien nettoyé le visage, tout propre, on utilise ce mélange-là et on vient le poser sur le visage, mais pas en bas des yeux. Donc, on le pose tout doucement, délicatement et on le laisse de 5 à 10 minutes. Puis, on rince le visage et c'est bon. Alors, ce qui est bien est que le concombre nous permet de réduire le sébum au niveau de la peau. Et le citron, lui, c'est un antibactérien. C'est quoi le sébum, pour ceux qui n'ont pas? Le sébum, c'est les brillances qui apparaissent lorsque vous ne transpirez pas forcément, mais on a l'impression que le visage brille, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est ça le sébum. Donc, le concombre va traiter avec ça et il va te permettre aussi de réduire les pores. Réduire les pores, du coup, on aura moins de sébum sur le visage. Et le citron, lui, c'est un antibactérien, donc il va venir éliminer encore toutes les bactéries qu'on a au niveau du visage. Et ensuite, le sucre pour enlever les peaux mortes. Donc, voilà pour les peaux grasses. Et si, malgré cette température, tu trouves que tu as une peau sèche, voilà une routine très simple avec de l'huile d'olive que tu vas faire chaque matin. Après avoir fini de nettoyer ton visage, tu prends de l'huile d'olive. Tu ne laisses pas le visage même sécher. Tu l'essuies avec une serviette propre, tu le laisses un peu humide. Et tu prends de l'huile d'olive, tu viens frotter comme une crème. Frotter sur le visage tout doucement. Et ça, tu peux le faire matin, midi et soir. Et puis, c'est parfait.
Merci beaucoup. Larissa Ouattara, on l'a dit, comment réussit son gommage et on s'est attardé sur le visage. Oui, voilà, sur le pour ceux qui ont les peaux sèches. Et les peaux grasses. Donc, tout ce même petit récap avec, je dirais, du concombre. Voilà, bien écrasé ou bien mixé. Vous avez tout simplement... C'est pas liquide, hein, il y a encore des grumeaux dedans. Donc, voilà, avec un peu de sucre, on l'applique sur le visage. Et pour les personnes qui ont les peaux sèches, voilà, on peut utiliser de l'huile d'olive. Tout simplement. Merci beaucoup. De rien. Merci pour ces astuces. Hein. Elle est avec nous généralement tous les mercredis pour nous permettre de savoir ce qu'on pourrait faire à la maison avec des produits qui sont à nos portées, je dirais comme ça. C'est ça. Excellent mercredi. Merci. Et à mercredi prochain. Voilà. Merci beaucoup à Larissa Ouattara. Et sans transition aucune, on passe à l'actualité avec la revue des Unes en compagnie de Renaud. À tout de suite. Je suis Marie-Josée Talot-Smith. RTI, toujours proche de nos athlètes. Déjà, elle a dit merci pour ce qu'ils font pour la nation, pour leur engouement derrière le sport parce qu'on sait déjà que depuis, les gens, c'était le football. Après, maintenant, les gens voient un peu l'athlétisme. Donc, c'est déjà un gros pas et continuer à soutenir tous les sports, pas seulement le football, pas seulement l'athlétisme, mais tous les sports, 10 sports mineurs, et mettre en lumière les talents cachés et puis bon voilà, permettre à d'autres personnes de voir, de savoir qu'il y a beaucoup de gros talents ici en Côte d'Ivoire. Retrouvez-moi sur les chaînes du groupe RTI, du 26 juillet au 11 août, ensemble, vibrons au rythme des Jeux Olympiques de Paris 2024. RTI, diffuseur exclusif. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Je te rappelle. Italien a été accueilli à son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët par le chef de l'État Alassane Ouattara. Selon Fraternité Matin, l'objectif majeur de cette visite de 72 heures du chef de l'exécutif italien en terre ivoirienne est de renforcer les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Italie. 1500 francs CFA, c'est le prix Borchamp du kilogramme de cacao pour la campagne intermédiaire de commercialisation qui s'étend sur la période d'avril à septembre 2024. L'annonce a été faite hier par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobenan Kwasi Adjoumani. Et selon Fraternité Matin qui en parle, cette nouvelle réjouit les producteurs. Après les zones à risque, le district d'Abidjan ne veut plus voir les mendiants, vendeurs ambulants et charretiers appelés communément Wotrotigui dans les rues de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Selon Fraternité Matin, cette campagne s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain. Les examens blancs du baccalauréat et du BEPC ont été entachés de fraude massive à Divo. Selon Le Jour Plus, suite à ces irrégularités, ces examens ont été annulés et tous les responsables de la direction régionale de l'éducation nationale de la ville ont été convoqués à Abidjan pour s'expliquer sur cette situation. Et puis, Bassirou Diomaye Faye a été installé hier dans le fauteuil de président de la République du Sénégal selon Notre Voix, avec l'avènement du candidat du PASTEF qui prône la rupture avec l'ancien système de son prédécesseur. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le pays de la Teranga. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Renaud. Voilà pour la revue des Unes. On feuillette comme ça l'actualité de nos journaux et on vous incite à en acheter. Merci beaucoup Renaud. Excellente journée. Donc, allez, on poursuit Matin Bonheur avec des sujets très intéressants qui nous permettront d'approfondir nos connaissances. Aujourd'hui, on va parler d'une maladie qui affecte bien sûr la qualité de vie des personnes qui sont malades, bien sûr du vitiligo. C'est une maladie de la peau et un expert en la matière pour nous donner toutes les informations qu'il faut. On a le plaisir de l'avoir aujourd'hui, le professeur Mamadou Kaloga, que voilà, nous recevons. Venez, vous êtes chez vous, donc mettez-vous à l'aise. Bonjour et bienvenue, installez-vous là, juste au milieu.
juste au milieu. Et avec vous, on va échanger sur le vitiligo. Dites-nous déjà, est-ce que c'est une maladie qui est peu connue par le public? Non, ce n'est pas une maladie qui est peu connue par le public. Okay. Le public connaît bien le vitiligo. Oui. Peut-être que c'est parce que, je l'ai dit, on sait ce que c'est, on voit des personnes atteintes de vitiligo, mais on n'a pas toutes les informations. C'est pour ça que Martin Bonheur est là, hein, pour donner toutes les informations. Alors dites-nous, on parle de maladie, mais c'est quoi concrètement le vitiligo? Il faut savoir que le vitiligo vient du mot latin vitiligo, qui veut dire tache blanche. Okay. En fait, le vitiligo est une maladie qui est due à une disparition des cellules qui vont être responsables de la coloration de la peau. OK. Appelées mélanocytes. Appelées mélanocytes. Alors, on aura des thèmes techniques. Ce sont les mélanocytes qui vont permettre à la peau d'avoir sa coloration. En termes clairs, si vous voulez, c'est les peintres de la peau. OK, les peintres de la peau. Voilà. Mais qu'est-ce qui cause concrètement le vitiligo? L'explication du vitiligo est complexe. On a des mécanismes génétiques et des mécanismes non génétiques. C'est-à-dire que dans certains cas, la transmission du vitiligo se fait des parents à enfants. Okay. Mais c'est une transmission qui est rare et qui n'est pas très fréquente, dans moins de 30% des cas. Et à côté de la transmission génétique, on va avoir une transmission qui est due à des maladies auto-immunes. Auto-immune, c'est-à-dire que l'organisme va s'attaquer à soi-même, à ses propres cellules. Okay. Et lors des dysfonctionnements thyroïdiens, on peut observer des taches blanchâtres sur la peau. C'est-à-dire, pendant que le malade va avoir une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie, on peut observer des lésions de vitiligo sur la peau. Okay. Et puis, on va avoir une fragilité des mélanocytes, c'est-à-dire des cellules qui sont responsables de la coloration de la peau par la friction. C'est-à-dire, lorsqu'on va frotter la peau dans les zones qui sont atteintes de vitiligo, les mélanocytes là vont disparaître progressivement. Bien sûr. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est vrai qu'on a des thèmes très techniques, hein? Mais comprenez, on a un expert devant nous. Alors, on a parlé un peu des causes du vitiligo, les manifestations. Est-ce qu'il y a des zones cibles ou bien ça commence un peu partout sur le corps? Non, il faut savoir qu'il y a deux grands types de vitiligo. Okay. Il y a le vitiligo qui est localisé et le vitiligo généralisé. Okay. Dans le vitiligo localisé, ce vitiligo-là est hyperfocal, c'est-à-dire que c'est une petite partie de la peau qui va être atteinte. On peut avoir une atteinte des muqueuses, c'est-à-dire la muqueuse génitale et la muqueuse buccale. On peut avoir une atteinte segmentaire, c'est-à-dire que le territoire des nerfs va être atteint, correspondant à la peau va être atteint. Et puis on a à côté de ce vitiligo localisé, on va avoir le vitiligo qui est dit généralisé. Dans le vitiligo généralisé, on a deux types. On a le vitiligo universalis, c'est-à-dire toute la peau va être atteinte. Oui. Une grande partie, la quasi-totalité de la peau va être atteinte. Et puis on a le vitiligo vulgaire. Dans le vitiligo vulgaire, les lésions sont symétriques. C'est-à-dire que si ça apparaît au niveau du coude ici, ça va apparaître au niveau de ce coude ici. Genou. Voilà. Donc on va avoir une bonne symétrie des lésions. Oui, allons-y. Oui. Maintenant, le vitiligo va se manifester comment? Il va se manifester par des taches blanchâtres, sans relief, bien limitées. Ces taches-là ne grattent pas, ça ne fait pas mal, ça ne brûle pas. Et sur ces taches-là, le poil va devenir blanc. OK. Moi, ce que j'ai envie de demander tout de suite, et je sais qu'il y a des personnes chez elles à la maison qui se demandent, est-ce que le vitiligo est dangereux pour notre vie? Est-ce que c'est mortel, le vitiligo? Non, le vitiligo n'est pas mortel, pas du tout mortel. Il pose seulement un préjudice esthétique qui, à la longue, va avoir un retentissement sur la qualité de vie de celui qui est atteint. Parce que ces personnes-là ne supportent pas ces taches. Oui. Et dans certains cas,
quand ces personnes-là vont changer de médecin en médecin parce qu'elles sont pressées d'avoir des résultats. Ces personnes-là veulent des résultats immédiats et vont passer un peu de médecin en médecin. Cela peut compliquer la prise en charge de ces patients. Alors, ces patients-là, vous qui les avez peut-être au quotidien, qu'est-ce que vous leur dites pour essayer de les réconforter? Bon, vous, quelque part, vous jouez un peu le rôle de psychologue. Oui, bien sûr. Là, il faudra avoir dans le traitement une prise en charge psychologique parce que, comme j'ai dit, le vitiligo, c'est vrai, il est esthétique. Oui. Il porte un préjudice esthétique, mais surtout le psychique du malade. Parce qu'il y a certains malades qu'on a reçus qui veulent même se suicider. Oula. Parce qu'ils ont des lésions de vitiligo. Bon, on a le célèbre cas de Michael Jackson. Oui. Certains disent qu'il se serait injecté des choses. Oui. Et il y a tellement de dits dessus. Et on essaie de les sensibiliser. Et on fait la prise en charge psychologique en expliquant aux patients que ce n'est pas une fatalité et que c'est arrivé. Mais voilà, on a des recettes peut-être qu'ils ne sont pas satisfaits. Ils sont pressés, mais on peut avoir des recettes pour les soulager. On peut vivre aisément avec le vitiligo. On peut vivre aisément avec le réadapter. On peut vivre aisément avec le vitiligo et le vitiligo ne va pas donner un cancer. Ça, je le dis. Ah, merci pour la précision. J'allais même vous poser cette question parce que généralement, on parle de cancer de la peau et tout. On est dépigmenté. Est-ce que ça peut nous emmener à un cancer? Non, le vitiligo ne va pas donner de cancer. Alors, comment repigmenter la peau naturellement? Bon, c'est possible, hein? Oui, on a des recettes de grand-mère telles que le pois noir, le basilic au citron et l'aloe vera. Bon, nous, on n'a pas de recul pour juger ces traitements dits naturels, mais c'est des traitements qui sont utilisés pour la repigmentation de la peau. C'est tellement intéressant ce que vous dites. Il y a des questions qui viennent de là-haut, de la réalisation. On me demande de vous le demander, bien j'allais vous le demander aussi. Est-ce que c'est contagieux? Vous avez parlé de c'est héréditaire, souvent ça vient naturellement avec ce que nous avons dans notre corps. Est-ce que c'est contagieux? Non, le vitiligo n'est pas du tout contagieux. OK. Je répète, le vitiligo n'est pas du tout contagieux. OK. Alors, on a parlé de repigmentation naturelle avec ce que vous venez de nous donner. Est-ce qu'il y a un traitement particulier pour chaque zone ou lorsqu'on attaque le vitiligo, c'est carrément tout le corps? Non, il n'y a pas de traitement particulier pour une zone donnée. Dans le traitement, il est, je vais le dire, il est universel, il est unique. Oui. Voilà. Et il existe de nombreux traitements dans la prise en charge du vitiligo. Oui. Ça peut durer combien de temps, le traitement? Ah, là, c'est toujours le problème que nous avons avec, moi particulièrement, que j'ai avec les patients. Oui. On ne peut pas déterminer la durée du traitement. On ne peut pas déterminer la durée du traitement, d'autant plus que l'évolution du vitiligo même, il est imprévisible. L'évolution du vitiligo est imprévisible, donc on ne peut pas dire dans 1 mois, vous allez guérir, dans 2 mois. Et puis même moi, j'évite de dire ça aux patients parce que quand vous dites à un patient que dans 6 mois, il va guérir, qui ne guérit pas dans 6 mois, il vous classe. Forcément. Voilà, il vous classe parce que vous lui avez dit 6 mois. Et après 6 mois, les lésions persistent. Moi, je préfère dire, allons-y seulement. Oui. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a des statistiques pour peut-être déterminer toutes ces personnes aujourd'hui, le nombre de personnes atteintes de vitiligo? Non, on n'a pas vraiment des statistiques. Ce n'est pas une maladie qui est très... je dis, il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de vitiligo en Côte d'Ivoire? Non, dans nos consultations, on voit pas mal de malades atteints de vitiligo. Oui. Bon, on n'a pas, comme je vous ai dit, on n'a pas de statistiques. Bon, peut-être qu'on va peut-être défini. Voilà, bien défini. Donc, je ne peux pas, sur le plateau, dire que c'est comme ceci, comme cela. Mais dans les pays européens, on pense qu'il y a des statistiques quand même. En tout cas, merci beaucoup, professeur Kaloga. Moi, l'une de mes dernières questions, c'est pas une question en tant que telle, hein, des recommandations pour toutes ces personnes qui nous suivent. Je sais qu'il y a des personnes atteintes de vitiligo qui nous regardent en ce moment. C'est un sujet très intéressant. Il fallait vraiment qu'on s'attarde là-dessus. Quelles sont les recommandations que vous pouvez donner aujourd'hui? Le vitiligo, c'est l'affaire d'abord du dermatologue. Donc, quand une personne est atteinte de vitiligo, moi, je pense que cette personne doit approcher un dermatologue. Et puis,
le dermatologue, lorsqu'il est abordé, il doit essayer de rechercher la cause du vitiligo. Oui. Je vous ai dit qu'il y a des causes génétiques, il y a des causes non génétiques. Et il doit rassurer le patient. Il doit rassurer le patient et puis proposer au patient la photoprotection. Bien sûr. La photoprotection, c'est-à-dire que c'est des écrans solaires qu'on peut utiliser. Ça peut être aussi des longs vêtements que le malade peut utiliser, même des chapeaux pour se protéger du soleil, parce que le soleil peut brûler la peau, tout comme des faibles doses de soleil peuvent entraîner une pigmentation de la peau. Donc c'est une nouvelle manière de vivre. Oui, c'est une nouvelle manière de vivre, mais ce n'est pas une fatalité. En tout cas, merci beaucoup. Ce n'est pas une fatalité. On va terminer avec ces mots, ce n'est pas une fatalité. On va aller là au milieu. Hein? Professeur Kaloga, voilà, merci en tout cas pour toutes ces indications. Vous l'avez compris, le vitiligo, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas contagieux. Voilà. Et si vous avez bien sûr ces apparitions de taches blanchâtres, il faudrait vous tourner vers des professionnels, des dermatologues, tout simplement, pour avoir toutes les indications pour pouvoir mieux vivre avec le vitiligo. En tout cas, merci beaucoup, professeur. Et puis, très bon temps de jeûne. Hein? Okay, merci. En tout cas, attends, on va lancer juste le jingle et puis on se retrouve dans quelques instants. Okay. Vous aurez le flash. À tout de suite. Merci. Je suis monsieur de Papillon, appelez-moi le nouveau génie de Paris. Vous savez, dans notre église, un ministre ne tombe jamais en transe. Parce que il est ministre au ministère, il ne peut pas tomber en transe. Et puis les belles femmes ne tombent jamais en transe. Regardez, quand tu es belle, quand l'esprit vient, oui, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Et bel et bien, c'est le 27 avril à la maison de la mutualité. Ça, c'est à Paris, ça. Tu ne connais pas Paris, c'est que tu ne connais pas la salle. Mais si tu connais la salle, c'est que tu es déjà à Paris. Voilà. Et donc, moi, je serai là, monsieur de Papillon, ce 27 avril-là, à la maison de la mutualité, ça va être chaud bouillant. Et moi, je viens en corset. Corset comme ça. C'est la seule compagnie, quand tu es dans l'avion, et puis tu regardes dans les blocs, tu vois les sorciers. Ils n'arrivent même pas à te dépasser. Avec corset, tu arrives à Paris avant les sorciers. Oh, vraiment, avec corset, voyager en bonne compagnie, c'est très important. Allez, je pars à Paris. Et ouais, Passe, grand public, 35 €, VIP, 70 €, point de vente, ambassade de Côte d'Ivoire en France, les espaces de vente habituels et en ligne sur billettique.net. Infoligne. Bonjour, un concept RTI. Bonjour à tous et bienvenue. Le gouvernement ivoirien a lancé hier un vaste programme, une opération de démantèlement des panneaux d'affichage anarchiques. L'opération a démarré au boulevard des Martyrs et va s'étendre à tout le district autonome d'Abidjan ainsi qu'aux villes de l'intérieur du pays. Pour cette première vague, ce sont 300 panneaux publicitaires qui seront détruits. C'est Forazeki. Le gouvernement ivoirien veut assainir le secteur de la publicité. Ce mardi 2 avril marque le début d'une campagne de démantèlement des panneaux d'affichage irréguliers et installés de façon anarchique dans le Grand Abidjan. Ces panneaux sont des panneaux illégaux. Ils ne respectent ni les normes, ni une autorisation quelconque donnée par une autorité habilitée à le faire. Les normes, d'abord, il y a la dimension du panneau. Il y a l'espacement aussi entre panneaux. On a eu un vaste programme qui est en cours d'ailleurs, un vaste programme de modernisation de l'affichage. Et nous avons un projet pilote qui est en cours. Cette action favorise la mise en œuvre de la politique d'assainissement de ce secteur. L'on constate après chaque campagne une recolonisation d'emplacements déjà traités et la repose de dispositifs démantelés entre autres. Le gouvernement prend donc ses responsabilités.
Les réfractaires à la réglementation en vigueur seront sommés de payer une amende. Ce qui est fait quand les gens récidivent, c'est ce que nous sommes en train de faire. Disons, nous démantelons encore et puis les régies responsables, disons, de ces situations sont purement et simplement sanctionnés. La sanction va jusqu'au retrait de l'autorisation qu'on leur donne. À terme, ce sont plus de 300 bannières qui seront détruites dans le district d'Abidjan. L'opération vise à garantir le respect de la réglementation en vigueur, de préserver la sécurité des usagers de la route et de restaurer le paysage urbain. Un programme de la RTI fait son grand retour. Il s'agit de l'émission de culture générale Génie en herbe. Pour cette édition, ce sont 16 établissements qui vont participer au concours. La cérémonie de tirage au sort s'est tenue au siège de la direction commerciale et marketing. Reportage. Que signifient les lettres ONG? Elle revient pour mettre en lumière la connaissance des élèves en culture générale. L'émission Génie en herbe Côte d'Ivoire s'ouvre pour une nouvelle saison en cette année 2024, 6 ans après le dernier épisode. Les 16 établissements en lice sont tirés au sort en vue d'en faire des groupes pour les différentes manches. Pour la présente édition, la firme structure à l'initiative de ce jeu concours et ses partenaires entendent prôner l'excellence. Il a fallu prendre du recul pour réfléchir, pour repenser la saison, pour voir un peu comment la rendre plus attrayante. On a eu énormément d'innovations tout au long des présélections parce que cette année, les présélections étaient en ligne. Et pour nous, vraiment, il s'agissait de permettre justement à la nouvelle génération de pouvoir avoir un divertissement, quelque chose d'éducatif. Donc, on veut mettre en valeur l'excellence au niveau de la jeunesse. C'est un devoir régalien que nous menons ensemble. Tout ça, c'est pour le bonheur des enfants, pour leur éducation. C'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui on renouvelle notre partenariat avec Génie en herbe. Donc c'est tout naturellement qu'aujourd'hui on s'associe pour accompagner la jeunesse ivoirienne dans le développement de ses capacités mentales. Comme depuis le début de l'aventure, la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, est aux côtés des organisateurs. La mission de la RTI, c'est informer, éduquer et divertir. Et ce programme-là va en ligne droite donc avec la vision du groupe. Je voudrais en plus de cela rassurer que le groupe RTI est vraiment prêt d'un point de vue technique. Toutes les dispositions ont été prises pour que vraiment ce programme soit une véritable réussite. Les manches éliminatoires démarrent sur les antennes de RTI 1 dans le courant de la première semaine du mois de mai. Le vainqueur, quant à lui, répartira avec la somme de 12 millions de francs CFA. Dans l'actualité internationale, au Soudan, au moins 12 personnes sont mortes et 30 autres blessées lors d'une attaque de drone qui a visé une milice. Elle s'est produite pendant la rupture de jeûne à 300 km au nord-est de Khartoum. Les tirs de drone auraient provoqué une explosion, engendrant un mouvement de panique au sein de la population. En Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma a fait appel de son exclusion des élections générales prévues se tenir à la fin du mois de mai. La commission électorale a invalidé sa candidature. Les Sud-Africains seront aux urnes le 29 mai prochain pour renouveler leur parlement qui choisira le nouveau président. Dernière actualité, un séisme sous-marin de magnitude supérieure à 7 s'est produit ce mercredi près de Taïwan. Selon le bilan provisoire de l'Agence nationale de lutte anti-incendie, 4 personnes ont été tuées et 50 autres blessées. C'est tout pour cette édition. Merci de votre attention et bonne journée à vous. Merci beaucoup, Kamel Dia. Bonjour à l'antenne. Sinon, on se dit bonjour à l'antenne. Bonjour Angèle, je vais très bien et vous? Super, on est là, on se porte super bien. Pour nos téléspectateurs, on est obligé. En tout cas, merci beaucoup, Kamel Dia. Je vous en prie. On retrouve quand? Vendredi. Vendredi? Oui. C'est bien, on va terminer la semaine ensemble. J'aime bien ça. Allez, excellente journée, Kamel Dia. Et très bon mercredi donc. Allez, on poursuit cette émission et place maintenant à notre second invité du matin. Avec lui aujourd'hui, 2 mots simples mais 2 réalités très complexes, la détresse et le suicide, il faut le dire. Selon des études qui révèlent tout simplement que plus de 700 000 personnes se suicident chaque année dans le monde. Et selon toujours ces études, en Côte d'Ivoire, notre pays, bien sûr, se place au rang de 3e parmi les pays africains les plus touchés par le suicide. Dans notre pays encore,
encore, il faut le dire, ce phénomène prend de l'ampleur. Sur 24 000 décès, 101 étaient liés au suicide. Reconnaître les signes de la détresse et prévenir les suicides, raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui dans ce Matin Bonheur de l'information. On en parle avec M. Frédéric Zabidjo que nous recevons après ce jingle. Avec Ma Fibre Move Africa, on gagne en performance, en émotion et en divertissement. Désormais, profitez de Ma Fibre avec un débit allant jusqu'à 1 gigabit par seconde. Rendez-vous en agence. J'aime la fibre de Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. N'oubliez pas tout simplement que Bonjour Paris, bien sûr, sera à la Maison de la Mutualité. Ce sera une grande fête avec des humoristes que vous aimez bien. Et aussi, on indique que Bonjour, c'est sous le parrainage du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Robert Begré Mambé. Allez, on parle maintenant détresse et suicide avec notre invité Frédéric Zabidjo, qui va faire son entrée, voilà, qui connaît bien la maison. Il s'installe où il veut, hein, là, ici, à ma gauche. OK. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin pour évoquer un sujet très important, très intéressant. On n'en parle pas souvent, mais ça fait beaucoup de dégâts. Détresse et prévenir le suicide aujourd'hui dans cette émission. Comment peut-on définir déjà le suicide? On peut dire que le suicide, c'est l'acte ou l'action de se donner à soi-même la mort de façon délibérée. Parce qu'on peut se donner la mort aussi sans forcément le rechercher. Mais ici, c'est penser et puis on pose l'acte. Donc c'est ça le suicide, c'est donner délibérément la mort. OK. Alors, on va parler des causes. Qu'est-ce qui peut nous emmener, bien sûr, à avoir envie de se suicider et puis parler aussi de la détresse? Oui. Oh, c'est un agrégat de facteurs. Il y a plusieurs facteurs en fait, qui vont venir s'entremêler ici pour, si vous voulez, créer les conditions du suicide. Par exemple, vous l'avez dit, hein, la Côte d'Ivoire est le 3e pays africain qui se place dans le tableau des pays où le taux de suicide est le plus élevé. Juste parce que, par exemple, on peut parler du fait que les jeunes ne voient pas leur avenir en rose, en fait. Le taux de chômage est élevé, on ne voit pas de solutions, on se dit qu'on est perdu. Et donc, il y a cet aspect des choses. Il y a des conditions individuelles. Par exemple, la personne n'a pas une bonne estime d'elle-même, elle a un faible quotient d'adversité. Et tout ça, ça peut se mélanger pour lui montrer que, en fait, il n'a pas les moyens de pouvoir affronter les situations et les vaincre par elle-même pour aller au-delà. Donc, tout ça, ça peut créer, en fait, de la détresse. Et cette détresse-là, elle est toujours permanente chez ceux qui se suicident, en fait. Détresse, anxiété, qui est une peur dont l'objet n'est pas matériel. Je suis là, je regarde mon avenir, je ne vois pas bien les choses, donc je me dis, ben, c'est fichu pour moi. Et du coup, ça peut être une condition. Il y a aussi une faible estime de soi-même. Le fait que la personne ne se voit pas en capacité de résoudre certains problèmes auxquels elle est confrontée. Ça intervient. Il y a le fait également de ne pas pouvoir bénéficier effectivement du soutien social ou alors de croire qu'on n'a pas de soutien social. Bien sûr. Alors, Frédéric Zabidjo, avec vous, on va entrer dans plus de détails. On va aller dans nos familles, on va aller dans nos services, on va aller partout dans notre quotidien. Mais on revient sur cette information très importante, il faut le dire. Une étude révèle que la Côte d'Ivoire se place au 3e rang des pays africains les plus touchés par le suicide. Sur 24 000 décès, 101 étaient des suicides. Alors, c'est vrai, vous avez donné des causes. C'est assez général ce que vous avez donné. Allons-y d'abord dans nos familles. Qu'est-ce qui peut pousser un jeune garçon, une jeune fille, un homme ou une femme à se suicider, si on part dans nos familles? Déjà, dans nos familles, il faut dire que très souvent, surtout dans les familles modernes, on ne donne pas suffisamment d'outils à l'enfant pour qu'il puisse se prendre en charge, affronter des difficultés, les vaincre par lui-même.
Très souvent, dans les familles modernes, on affronte les difficultés de nos enfants à leur place. On vainc les difficultés de nos enfants à leur place. Du coup, quand l'enfant grandit, ou alors quand il se retrouve dans des situations où il doit affronter la difficulté, il est démuni. Il est démuni, et comme il n'a pas une bonne estime de lui-même qui était déjà là, il n'a pas cette bonne estime-là, parce que l'estime de soi, c'est un peu comme le carburant de l'être humain. Okay. C'est la batterie, en fait, qui nous fait utiliser le potentiel qu'il y a en nous. Donc, quand, par exemple, j'ai une bonne estime de moi-même, la difficulté est là, je regarde mon potentiel plutôt que mes incapacités. Et donc, c'est ce qui va me faire affronter la difficulté et même relativiser les résultats que je peux obtenir. Mais les gens n'ont pas été éduqués ou ils n'ont pas forcément ça. Contrairement à l'Afrique ancienne, dans les villages, nos parents nous amènent à affronter par nous-mêmes des difficultés. Du coup, quand on se retrouve en ville, on minimise ces difficultés-là parce qu'elles ne sont pas en réalité des difficultés pour nous. Parce qu'on a déjà un quotient d'adversité élevé et une bonne estime de nous-mêmes. Ça, c'est la première difficulté qu'on a en Afrique. Je vais vous donner un exemple. Quand, par exemple, je suis au village et que le champ de mon père se trouve à des kilomètres et que pour aller au champ, il faut traverser le cimetière du village alors que j'ai peut-être que 8 ans. Quand mon père m'envoie chercher des ignames au champ pour revenir à 19h traverser le cimetière, quand je réussis à le faire une fois, 2 fois, ben ça, je n'ai plus peur de la mort, de ce genre de choses et tout ça. Qu'est-ce qui peut m'effrayer dans une ville où il y a de l'éclairage? Rien du tout. Nos enfants, ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu ça. Il y a des enfants ici qui n'ont jamais vu en vrai un serpent. Le jour où ils vont le croiser, mais il se sentira perdu. Donc, il faut amener les enfants, par exemple, à affronter les difficultés. Et ça manque. Chez la plupart des gens qui passent au suicide, il y a un mécanisme insidieux qui se met en place dans leur tête pour leur dire, cette difficulté-là, tu ne pourras pas la surmonter. Tu n'en as pas les moyens. Oh, tu ne vaux rien. Tu n'as pas les outils. C'est ce mécanisme qui se met en place dans sa tête. Et il commence à regarder. Il ne va plus voir le soutien dont il peut bénéficier, mais il va plutôt voir les choses dont il ne bénéficie pas. Oh, c'est fichu pour moi. Ça, là, personne ne me comprend. Dieu seul est mon recours. Ah non, ça, là, vraiment, cette solution-là, la mort est mieux. Quand on entend ce genre de choses, ça veut dire que ce sont des signes d'alerte, en fait. Alors, merci même d'évoquer cet aspect-là. J'allais même vous demander, nous vivons avec des personnes au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut remarquer qui vont nous faire titre dans la tête et puis on va peut-être à cause de ce que vous avez dit, on ne va pas jusqu'à penser au suicide, mais on a quand même des signaux d'alarme. Il y a toujours des signaux d'alarme chez quelqu'un qui se suicide. Mais c'est parce que son entourage ne fait pas attention. Oui. Voilà. Les signaux d'alarme vont se situer, par exemple, à deux niveaux. Premièrement, c'est dans le langage. La personne aura, à plusieurs niveaux, et ça commence dans le langage. Non, cette situation-là, elle n'est pas surmontable pour moi. Oh non, ça c'est impossible. Ah non, je ne pourrai plus jamais trouver un emploi comme celui-là. Non, cette fille qui m'a laissé, plus jamais je ne pourrai avoir une fille comme elle. La personne commence à se dire ça. Donc, dans le langage, on a un langage défaitiste, un langage noir. Okay. Et ça continue par une idéation morbide. La personne se dit, oh, la difficulté que je suis en train de vivre là, je crois que la mort est mieux. Non, ça là, j'aurai la paix une fois que je serai au ciel. On entend ce genre de discours en général chez ce genre de personnes. Oui. Et puis, une troisième chose, c'est que c'est dans le comportement, ça va se voir. Vous allez voir que la personne va commencer soudain à avoir une labilité de l'humeur, c'est-à-dire qu'elle peut passer de une humeur exaltée à une humeur triste, noire, sans transition en véritable. Oui. La personne qui est en train de rire, soudain, par exemple, le problème vient dans sa tête et puis il s'assombrit. La personne s'assombrit, soudain, elle est assise. Celle qui est en train de rire, elle est en train de pleurer là maintenant. C'est des signaux d'alarme. La personne est là, par exemple, et puis vous voyez qu'il y a des choses qui lui coûtent cher. Vous le savez, vous êtes dans son quotidien. Et puis vous voyez qu'elle commence à se débarrasser de ça, à distribuer ça. La personne commence de plus en plus à parler des testaments, du jour où elle ne sera pas là, que deviendront ses enfants, etc. C'est des signaux d'alarme. Donc ce sont des choses, vous voulez nous faire comprendre que ce sont des petites choses, permettez-moi le mot, en griffe, des petites choses qu'il faut prendre au sérieux. Au sérieux. Quand on vit avec quelqu'un, il faut apprendre à connaître la personne. Il faut connaître ses façons de s'exprimer, il faut connaître ses façons de se comporter. Et quand on voit une variation, c'est que la personne a besoin d'aide. Il faut qu'on sorte du jugement et de la condamnation.
Qu'est-ce que je veux dire par là? En général, quand on voit quelqu'un qui commence à dire « Oh non, mais ça là, c'est impossible pour moi », on se dit « Mais toi, un vieux comme ça là, une petite difficulté, puis tu t'estimes, oh, tu exagères, et puis on passe. » Alors que la personne, ce qu'elle est en train de vous dire, elle est sérieuse. Elle souffre véritablement. Il y a une souffrance qu'elle est en train d'exprimer. Quelqu'un va vous dire, non, mais cette fille qui m'a laissé là, vraiment, je ne crois pas que j'aurai une autre fille comme ça dans ma vie. Et puis les gens disent, mais attends, toi, tu es malade ou quoi? Les filles qui sont versées dans la ville, là, tu ne vois pas, tu veux mourir pour une petite fille. Mon cher, il faut mourir, moi, achète ton cercueil. Okay. La personne est sérieuse. Ouais. Donc, quand on connaît la personne qui est en face de nous, on connaît ses habitudes, on connaît son langage, on sait comment elle s'exprime. Quand on voit une variation, c'est vraiment de demander de l'aide. Notamment, par exemple, avoir recours à un psychologue. Ou alors parler, ne serait-ce que ça, avec la personne. On n'est pas très habitué chez nous en Côte d'Ivoire à aller voir des psychologues. Il faut vraiment avoir cette habitude-là et cette envie-là. Oui. Cette culture doit s'intégrer à nos habitudes. Pour le mot. Ouais. On ne connaît pas. Alors là, on a parlé un peu des causes dans nos foyers, tout, dans nos maisons. Et si on part sur le lieu du travail, on a aussi souvent des suicides. Oui. On a des choses, des actions qui nous poussent à le faire. Oui, et sur le lieu du travail, en général, c'est le stress qui est la première cause de suicide des gens. Les gens sont stressés, ils sont beaucoup stressés au travail, mais les chefs d'entreprise sont plus braqués sur les résultats qu'ils attendent de leurs entreprises. Mais ils oublient une chose, c'est l'humain qui est au cœur du résultat. C'est l'humain qui produit le résultat. Quand, par exemple, on a un employé qui est face à une difficulté, et puis il y a un déséquilibre entre le résultat qu'on attend de lui, les délais dans lesquels ces résultats-là sont prescrits, quand les moyens dont la personne dispose pour faire face à la difficulté, la personne va ressentir une sorte si vous voulez, de déséquilibre. C'est-à-dire qu'on me demande de faire une tâche dans un délai, mais les moyens dont je dispose, quand je les regarde, je vois que non, mes moyens ne me permettront pas d'atteindre ce résultat-là. Je suis déséquilibré et ça cause une souffrance morale. Cette souffrance-là, elle n'est pas prise en compte dans la plupart des entreprises, chez nous particulièrement. Oui. Parce qu'on la minimise. Le chef même dit, mais moi, de toute façon, je suis stressé. Nous tous, on est stressés. Donc, pourquoi? Du coup, dans les entreprises, il n'y a pas cette culture d'accompagnement psychologique des travailleurs. On s'est dit, non, mais il doit apprendre. Puisque dans le recrutement, souvent, les ressources humaines disent qu'on doit apprendre à travailler sous pression. Oui. Mais il faut savoir que la pression ne doit pas se transformer en stress. Parce que le stress est négatif et tueur. La pression, par contre, elle est motivatrice. Donc, il faut savoir gérer tout ça. Et donc, la différence, ça doit être cultivé. On doit former les agents à ces niveaux-là. Mais les entreprises ne le font pas. Il n'y a pas d'accompagnement. Et on assiste, malheureusement, à des cas, soit de dépression dans les entreprises, à des cas d'abandon de poste, à des cas de maladies musculo-squelettiques, de maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension artérielle, parce qu'on ne fait pas le lien entre, par exemple, tous les risques psychosociaux que la personne vit en entreprise et certaines maladies que la personne somatise, en fait. C'est une exhortation aux chefs d'entreprise, aux directeurs, à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment? Partout dans les entreprises, il faut que les gens prennent conscience de ça, que les gens sont exposés à des risques psychosociaux. Et souvent, c'est des choses que, comme nous, par exemple, on a des moyens pour surmonter ça. Quand je parle de moyens, je ne parle pas d'argent. Donc, quand on voit ça chez les autres, on banalise. Je donne un exemple. En entreprise, il y a un risque psychosocial qui peut être lié à la violence interne. La violence interne, ce sont les injures, ce sont les harcèlements sexuels, les harcèlements psychologiques, etc. Maintenant, on s'est dit, mais attends, le fait que la personne là est en train de te braquer, et puis si tu ne veux pas, tu dis non, et puis ça passe, on minimise. Alors que celui à qui on est en train de parler, mais ça, ce n'est pas des choses auxquelles la personne est habituée. Elle prend ça très mal. Si elle ne bénéficie pas d'accompagnement, c'est des choses qui vont l'emmener à être dans le désespoir, en fait, dans l'entreprise et à ne pas aller au meilleur d'elle-même dans l'entreprise. Oui. Les violences internes, violences externes, les clients ou bien les prestataires ou bien alors les associés qui mettent la pression. Cette pression-là, il faut avoir la carapace pour la supporter, oui. Les collègues aussi. Les collègues et tout ça, il faut avoir du coffre pour supporter ça. Alors que ce n'est pas tout le monde qui a ce coffre-là, malheureusement. Donc, c'est des réalités qu'on vit en entreprise. Il ne faut pas qu'on se dise que, comme ça y est là, donc c'est une bonne chose. Non, on ne fait pas avec. Il faut qu'on fasse de sorte que les gens avec qui on travaille aillent à leur meilleur niveau. Et pour ça, on a besoin de créer des conditions
qui favorisent de telles choses. On voit en Asie, la plupart des gens se suicident justement à cause de la forte pression en entreprise. Oui. Voilà. Chez nous, ici, les causes sont un peu différentes. Ce n'est pas les mêmes proportions en fonction des situations. Bien sûr. Mais il faut tenir compte des réalités. Et chez nous, ici, il faut donner une meilleure visibilité aux gens. Vous voyez, le taux de chômage, c'est très élevé. Les gens n'ont pas de travail et ils n'ont pas de visibilité par rapport à leur avenir. Quand ils regardent l'avenir, ils voient tout. C'est pour ça qu'ils sont prêts à aller mourir dans les océans. Quelqu'un qui est à ce niveau-là, il est déjà en détresse. Quelqu'un qui se dit, je vais aller traverser la Méditerranée, je peux mourir, mais Bengué est mieux que ça. C'est tout un processus Absolument. Pour arriver jusqu'au suicide. C'est des petites choses qui s'accumulent et qui vous convainquent que la mort est la solution. Oui. Que la mort est la solution. Est-ce de la lâcheté? Pas vraiment, pas du tout. Pas du tout. C'est ce que malheureusement le grand public pense. Quand quelqu'un se donne la mort, on se dit il est lâche. Mais on ne se dit jamais comment on en est arrivé là. La personne qui passe à l'acte suicidaire, très souvent, elle souffre dans le silence de nos maisons. Elle souffre moralement, elle souffre psychologiquement. Et au lieu de la soutenir, ne serait-ce que par des petits mots encourageants, des petits mots qui la poussent à aller de l'avant, on lui dit plutôt des choses qui la dévalorisent et qui aggravent son niveau d'estime, qui la fait dégringoler de l'échelle de l'auto-estime. Voici le problème qu'on a malheureusement dans nos maisons et qui fait que les gens ne se contentent pas juste d'avoir des idées suicidaires, mais ils passent à l'acte suicidaire et au suicide. Ils posent des actes. Oui. Voilà. Où ils avalent des comprimés, ils avalent des substances psychotropes, ils peuvent se donner, pendre, comme on a vu, se pendre, prendre un pistolet, puis tenter sur soi-même voilà, l'acte morbide. Ça peut arriver, mais on peut éviter ça. Et c'est très facile. Alors, allons-y. on a la solution, hein, ou bien les solutions. Les solutions, c'est juste écouter déjà les gens. Comme je l'ai dit, faire attention aux gens qui sont dans notre quotidien. Les gens qu'on fréquente tous les jours, il faut qu'on fasse attention à eux. Constater s'il y a un changement de comportement. Parler avec la personne. Ouais. Mais il faut qu'on comprenne qu'il ne s'agit pas juste de venir dire « Attends, monsieur Angeval, j'ai vu votre humeur n'est pas très bonne aujourd'hui, dites-moi ». Pour que vous puissiez me dire des choses, il faut que je crée un cadre de confiance. Bien sûr. Que vous ayez confiance en moi pour que vous puissiez vous confier. Donc la confidence ne se fera que dans un cadre de confiance. Il faut qu'on le sache. Donc quand on voit quelqu'un qui est dans une sorte de souffrance, qui n'est plus dans ses habitudes, il faut qu'on approche la personne, qu'on crée le cadre de confiance pour que la personne puisse se confier à nous. Déjà en parlant, la personne évacue. Déjà en parlant avec nous, on lui donne des solutions. Parce que c'est parce que les personnes sont désespérées, en fait. Elles ne voient pas de solution. Pour nous, c'est des choses qui sont évidentes. Parce que peut-être moi, je ne suis plus à ce niveau-là. Oui. Donc, pour moi, quelqu'un, qui a des problèmes, qui a une rupture sentimentale et puis qui veut en faire un plat, pour moi, il en fait un plat. Alors que non. Moi, peut-être, je ne suis pas à ce niveau parce que je n'ai pas de difficultés particulières pour avoir une conquête. Alors que la personne peut ne pas être à ce niveau-là. Donc, c'est de parler avec elle. Pour lui dire, non, attends, mon gars, tu as du potentiel. Tu te rappelles que tu as eu déjà 1, 2, 3 conquêtes. Si tu en as eu déjà, c'est que tu as la possibilité d'en avoir de nouveau. Lui donner cet espoir-là, c'est en l'absence de visibilité et d'espoir que les gens prennent le raccourci du suicide. Donc, en parlant avec eux, ne serait-ce que ça, même si on n'est pas professionnel de l'aide, on peut déjà circonscrire. Ne jamais banaliser les souffrances de quelqu'un. Vous appelez à la bonne foi de toutes les personnes voilà. qui vous suivent en ce moment? Oui. Ne jamais banaliser. Oui. Ne jamais banaliser les souffrances de quelqu'un. Quelqu'un vous dit quelque chose, c'est sa souffrance. Ce n'est pas votre souffrance. Si vous n'êtes pas à ce niveau, gloire à Dieu. Mais essayez de l'encourager plutôt que de le démolir psychologiquement. Donc, être à l'écoute, parler avec les gens pour leur permettre d'évacuer, leur montrer des solutions, les encourager à emprunter ces solutions-là, ces voies, et puis les encourager à faire ressortir par eux-mêmes des solutions à leurs problèmes. Parce qu'ils ont toujours le potentiel pour le faire. Oui. Mais c'est parce qu'on s'y prend mal, en fait. De manière psychologique, souvent, on ne se rend pas compte de ces envies-là que nous avons, de tout ce processus dans lequel nous sommes jusqu'à arriver au suicide. Oui, on n'en a pas forcément conscience. Comme je le dis, ce qui nous omnibule en général, c'est de mettre fin à la souffrance. Je souffre,
je me dis qu'il faut que je mette fin à cette souffrance-là. Ou alors, je pense que les gens qui sont autour de moi souffrent à cause de moi. Il faut que j'abrège leur souffrance. Oui. Donc, je suis omnibulé par le fait de vouloir abréger de la souffrance. Donc, je ne vois pas les solutions à côté parce que mon esprit est concentré sur ma solution, qui est de me donner la mort. Donc, il faut qu'à ce moment-là, quelqu'un d'autre vienne me présenter une alternative, me dire non, M. Zabi, c'est vrai que vous voyez actuellement la mort là comme la solution à votre problème, mais ce n'est pas vrai, il y en a d'autres. Et vous avez les capacités, vous avez le potentiel. La personne ne me dira pas ça juste parce qu'elle a envie de m'encourager, mais elle me dira ça sincèrement, en me faisant ressortir les différentes situations dans lesquelles j'ai pu avoir du succès. Et non pas en constatant là où j'ai eu de l'échec. Non. Si, par exemple, c'est une situation sentimentale qui me fait à développer des idées suicidaires, il faut qu'on me montre que cette conquête-là, c'est vrai, c'est une personne de valeur pour moi qui part, etc., etc. Mais j'ai déjà eu des conquêtes réussies. Qu'on me fasse, on me montre ça. Et quand j'ai ça sous les yeux, je me dis, ah ouais, c'est vrai. Ah, il y a 2 ans, il y a 10 ans, j'ai pu faire ça, j'ai pu faire ça. Donc, je peux utiliser les mêmes leviers pour pouvoir rebondir aujourd'hui. Oui. Parce qu'on m'a présenté ça. Donc, il faut toujours s'engouffrer dans cette voie-là. À vous entendre, on a le sentiment et on le constate que c'est vrai que c'est un sujet très sérieux. Il faut prendre la détresse au sérieux, ce qui sort de la bouche de toutes ces personnes qui sont autour de nous, qui sont dans ce moment de détresse-là. Mais la solution est juste à côté de nous. La première solution, avant même peut-être de voir un spécialiste, c'est de parler avec la personne. C'est de parler avec la personne, la communication. L'écouter. Le problème aussi, c'est qu'on... Même si on n'a pas vraiment de solution lorsqu'on écoute la personne en face de nous. Même quand on n'a pas de solution, qu'on sait écouter, juste prêter une oreille, pas prêter notre cerveau. Le problème, c'est qu'on ne sait pas écouter. La plupart des gens qui s'adonnent à cet exercice d'écoute, ils pensent que quand on vient les solliciter, on demande qu'ils trouvent les solutions à nos problèmes. Non. Je peux avoir des soucis, je peux avoir juste besoin que quelqu'un s'asseye et qu'il m'écoute. Et je vais me vider. Et je vais me vider, je vais parler. Parce qu'on est prompt à proposer des solutions. Mais les solutions qu'on propose là, ce sont des solutions qui sont valables pour nous, pas pour la personne. Et ce n'est pas du tout objectif, c'est subjectif. On va aller absolument juste au milieu, à ma droite, là, voilà, pour pouvoir bien cette émission. Allez, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. On espère que vous avez eu de plus amples informations sur le vitiligo, la détresse, le suicide et le gommage. On m'a dit joyeux anniversaire à M. Dambélé, à Alassane, voilà, qui est un an de plus aujourd'hui. Et moi, je fais un coucou spécial. C'est vrai, je salue toute l'équipe, mais un coucou spécial au chef de plateau, Cédric Bosso. Voilà, merci beaucoup, très cher. Allez, portez-vous bien, que Dieu vous garde. Et n'oubliez pas de le mettre au centre de tout ce que vous faites. On se donne rendez-vous demain sur RTI 1. Au revoir.